Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle machine de chez Elegoo. Alors on en a déjà entendu parler, c'est la Centauri Carbone deuxième version, celle qui est prévue avec du multicouleur. Donc au moment où j'enregistre ici, il y a eu un débat sur le multicouleur pour la Centauri Carbone 1. La position officielle est toujours que c'est en cours de développement. Voilà, ici la solution de la Centauri Carbone 2 propose d'entrée de jeu cette solution multicouleur. Alors on va un peu la regarder en détail, voir comment elle se différencie des autres propositions, quel est son positionnement. Petit détail, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai pas encore le prix. Je le dirai peut-être dans la vidéo si entre-temps je l'ai eu, mais là maintenant j'ai pas encore le prix. Donc je ne sais pas du tout quel est le positionnement tarifaire de la machine. Donc on va regarder les avantages et les inconvénients indépendamment d'une question de rapport qualité-prix. Petit point pub, si vous voulez soutenir la chaîne et la vidéo, mettez un pouce et mettez un commentaire. C'est vraiment ce qui peut aider le plus. Et puis si vous voulez acheter la machine ou une autre machine de chez Elegoo ou du filament, n'importe quoi d'Elegoo, il y a un lien affilié. N'hésitez pas à aller le voir, il est dans la description. Et maintenant, générique. Bon, alors comme je le disais, j'ai pas encore accès, il n'y a pas encore même pas de page internet que je peux vous montrer avec le prix, mais j'ai quand même reçu de la part de Elegoo un document qui reprend les principales caractéristiques de la machine et notamment ce tableau comparatif avec la Centauri Carbone 1. Donc je propose qu'on s'y arrête un petit peu dessus. Donc on peut voir qu'on est sur le même volume de construction avec à peu près les mêmes vitesses, la même accélération, donc on reste sur une base connue. La grosse différence à ce niveau-ci étant la possibilité d'imprimer en multicouleur qui est native avec la Centauri Carbone 2 et comme je le disais, ici c'est toujours écrit on the roadmap, c'est-à-dire toujours en cours de développement, toujours prévu chez Elegoo pour la Centauri Carbone 1. Alors une autre différence, c'est la température de la buse. Vous voyez qu'on est à 350 degrés au lieu de 320 degrés, ce qui donne le sentiment qu'on va pouvoir avoir accès à quelques filaments techniques de plus. On a toujours un plateau chauffé qui peut monter jusqu'à 110 degrés. On a des senseurs IA, alors personnellement je suis pas très fan de ce genre de truc, mais des senseurs IA qui permettent une détection intelligente, mais surtout la différence c'est qu'on a un clock detection, c'est alors en français serait bouchage, si par exemple la buse se bouche, donc là on est informé, donc voilà, c'est pas plus mal qu'il ait rajouté. Et autre différence c'est qu'on a un écran un petit peu plus grand, donc c'est un petit peu plus confortable. Pour le reste la machine est un petit peu plus lourde, mais un petit peu moins, beaucoup moins bruyante d'après eux. On va faire le test, en tout cas on va prendre la mesure dans le cadre de la vidéo. Mais voilà un petit peu le comparatif par rapport à la Centauri Carbone 1 et au niveau des caractéristiques, en tout cas des nouveautés qui mettent vraiment en avant dans ce PDF, on voit qu'on a un design de grille avec des auvents qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction des matériaux, ce qui est pas mal pour garder la chambre chauffée. Donc en gros ça veut dire qu'on peut imprimer porte fermée, il va s'ouvrir automatiquement pour évacuer l'air chaud, pour éviter les effets négatifs sur l'impression quand on fait du PLA ou du PETG, mais par contre il va bien rester fermé quand il va imprimer des filaments à haute température qui a besoin de maintenir une homogénéité thermique dans la chambre et notamment l'ABS, l'ASA. Voilà, donc on a également un système de filtration avec un filtre à charbon à la noix de coco, voilà, donc un filtre à charbon actif. Ils mettent également en avant le fait qu'on a une meilleure performance et moins de bruit par rapport à la Centauri Carbone 1. On a donc, je le disais, une buse qui peut monter jusqu'à 350 degrés et qui est en acier renforcé pour permettre l'impression de matériaux plus exigeants ou chargés. Ils ont également amélioré le ventilateur auxiliaire, bon, c'est bien à savoir, par un ventilateur plus moins bruyant, plus silencieux. Dans les autres différences, on a également une différence de design au niveau du capot supérieur, une vitre pour la porte qui est renforcée, qui est dans un verre plus solide. Elle est équipée de pieds anti-vibration
c'est pas plus mal. Et donc, comme je le disais aussi, il y a une série de points de détection. Donc, ils disent qu'il y a 18 senseurs pour la surchauffe, le fin de filament, le filament qui bouche. Et donc, ça inclut également allez, comment on dit ça? Quand le filament reste coincé, je sais plus le nom en français, c'est pas grave. Bref, on a 18 senseurs différents, vous voyez ici, je vais pas tout vous lire. Et une interface qui est assez claire et qui ressemble quand même à quelque chose que je connais. Alors la grosse nouveauté, c'est évidemment le système Canva, hein. Donc le système Canva, c'est ici ces 4 bobines avec un hub qui permet de venir imprimer en multicouleur. Et le hub intègre, comme vous le voyez ici, une puce RFID qui, avec des bobines adaptées, les bobines de chez Elegoo, vont pouvoir être reconnues automatiquement par l'imprimante. Bref, quelques nouveautés appréciables par rapport au premier modèle, qui était, je le rappelle, un modèle que j'avais particulièrement apprécié. Je sais que beaucoup attendaient le multicouleur dessus, ben voilà, hein, mais j'ai fait le test, si vous voulez retourner le voir. Mais voilà, en tout cas, moi, les infos que j'ai pour le moment avant d'ouvrir la machine. Bon, alors première chose qu'on peut voir avec le paquet, c'est qu'on n'est pas sur une grosse machine. On est en fait sur les mêmes dimensions que la Centauri Carbone 1 ou à peu près. Je dois vérifier, mais on va pas être très loin. Donc aux alentours de 256 mm au cube. Et petit détail que je dois aussi dire, c'est que la machine que j'ai reçue, c'est pas un prototype, mais c'est une machine de pré-série. Et donc il peut y avoir des améliorations sur la version finale ou pas, hein. Elle est peut-être déjà très mûre, ça j'en sais rien, on verra dans le test, mais c'est un point à savoir. Alors on a un manuel d'instruction qui est énorme, enfin il est quand même en plusieurs langues, hein, mais on a le manuel d'instruction qui est comme ça, avec quand même une petite feuille pour le démarrage rapide, et la machine en elle-même, comme vous voyez, arrive. Alors, elle est bien emballée. Là, je vous montre pas le carton parce que j'ai pas encore subi mon opération et j'ai toujours mon bras qui est... Enfin, je sais pas porter, comme ça vous le savez, plus qu'1 ou 2 kilos avec mon bras. Donc ici, j'ai été aidé par ma femme encore hein, pour retirer la machine du carton. Donc voilà à quoi ressemble la machine. Ceux qui ont une Centauri Carbone reconnaîtront tout de suite la Centauri Carbone, hein, puisque on n'est pas sur quelque chose qui est radicalement différent d'un point de vue extérieur. Si ce n'est qu'il est écrit 2. Alors une fois qu'on l'a retiré du carton, on a quoi? On a ici un petit sachet avec toute la quincaillerie, les vis, puisque j'imagine qu'il y a 2-3 trucs à visser. On a de la graisse pour les axes, une clé USB, et voilà. Et alors un petit échantillon de filament qui ne sert à rien du tout. On a l'écran qui est séparé comme ça qu'on va devoir installer. Le bac ou le petit toboggan pour les poups, hein, puisque la machine étant multicouleur, elle va générer des poups. La prise d'alimentation, parce que c'est toujours mieux. Une petite boîte avec des éléments relatifs au système multicouleur. Un câble de data, donc un câble de connexion, à mon avis, pour le hub du système multicouleur, pour mettre directement dans la machine. Et des tubes PTFE avec un petit connecteur pour les tubes PTFE. Un truc, j'imagine que c'est le capot du système multicouleur, mais bon, voilà, on verra après. Et on a là c'est un peu comme sur la Snapmaker U1 ou la Wondermaker ou la Flashforge. Donc on a ici une série de porte-bobines qu'on va mettre sur le côté. Alors je pense qu'on le met tous du même côté. Bon, on verra après dans le montage de la vidéo. Mais donc on en a 4 comme ceci, des porte-bobines. Et le hub du système multicouleur à proprement parler, hein, donc qui vient se mettre sur le côté. Comme vous voyez, on a ici un lecteur RFID pour pouvoir lire les bobines et avoir directement les caractéristiques des bobines. Il est relativement lourd, on est ici sur du plastique et voilà, hein, on va installer tout ça et voir son fonctionnement. Ils appellent ça le Elegoo Canva. Voilà, et ça fait 1,35 kg, hein, c'est écrit dessus, donc c'est relativement lourd. Alors malheureusement, je vois tout de suite que pour l'écran, ils ont gardé la position en bas. C'était pas un des points forts, je trouve, du premier modèle. Ça reste un des points pas forts du deuxième modèle. Et à l'intérieur, on a une poubelle. Non, c'est pas vrai. À l'intérieur, on a le capot qu'on va venir mettre au-dessus qui lui donnera un look si particulier.
Donc voici le dessus du caisson. Ben voilà, oui, ça peut être une entrée d'une litière de chat aussi. Bon, voilà. Ça vient se mettre ici au-dessus, plus ou moins, dans ce sens-là, voilà. Et ça lui donne un look particulier. Bon, voilà pour l'unboxing. Donc on a un kit relativement classique, hein, j'ai envie de dire. Rien de vraiment particulier, si ce n'est le système multicouleur qui est un système, comme je l'ai dit, hein, similaire à ce qu'on trouve chez Flashforge avec la D5X ou avec Wondermaker avec la Wondermaker ZR, pas la ZR Ultra. Mais l'important n'est pas de savoir sur qui ils se sont inspirés, mais l'important est de savoir comment est-ce qu'il fonctionne dans cette machine. Alors, on va commencer déjà par faire le montage de la machine. Donc, même si la machine arrive pratiquement, enfin, toute montée, il y a quand même 2 ou 3 petites choses à câbler et installer. Donc, on va s'en occuper. Première chose à faire, c'est évidemment venir retirer tous les polystyrènes et dévisser les vis de maintien qui sécurisent le plateau pendant le transport. Alors pour le montage, première chose à faire, c'est venir installer l'écran. Pour ça, c'est pas très compliqué, hein. On vient câbler l'écran ici et puis on le clipse simplement. Faut juste faire attention parce que la nappe est relativement fragile. Et une fois qu'il est mis, hop, on retire la petite protection. Alors c'était écrit dessus, connectez-la à Internet et mettez à jour le firmware avant de l'utiliser. Donc voilà, merci du conseil. Ensuite, on vient venir simplement mettre ici le système d'évacuation des déchets. Donc on doit le mettre correctement. Et ensuite on retourne la machine et on vient visser 4 vis. Donc vous voyez ici, hein, on vient bien le positionner. Et puis on visse ces vis là et ces vis là ici. Et voilà, une fois que c'est fait, on va installer le système multicouleur, hein, qui s'appelle le Canva. Alors il s'installe sur le côté droit de la machine. Alors le système, le Canva, on vient d'abord mettre le support. Donc on a le support à fixer et à venir visser avec des vis M350. Ensuite on vient fixer le Canva à proprement parler comme ceci en vissant 3 vis sur l'arrière. Ensuite on vient fixer le petit hub sur la tête. Pour ça c'est pas compliqué, hein. On vient le mettre comme ceci et on a 2 vis à visser sur l'arrière. On peut pas se tromper de sens. Et voilà, alors une fois que c'est fait, on vient installer les tubes PTFE. Ici, rien de compliqué, on passe du Canva au hub et on vient clipser le petit raccordeur. Et ensuite, on va venir installer les supports de bobine sur le côté. Et pour ça, aux 4 coins, on va venir visser cette petite pièce sur laquelle on va venir clipser le support de bobine qui a le numéro correspondant à sa position. Donc ici, le 1, le support de bobine 1 et on vient simplement le glisser dedans. Et on recommence l'opération 3 fois. Les supports de bobine sont installés et la majeure partie même de la machine est installée. Et voilà, alors maintenant on va brancher le Canva à la machine. Et pour ça, rien de compliqué, hein. On a un câble signal qui va partir du Canva ici et venir rentrer dans la machine là. Et enfin, on va lui mettre son joli caisson. Alors pour ça, on vient le positionner ici et vous voyez qu'on a un espace vide. C'est à ça que nous sert cette magnifique cloche. Et voilà, à ce niveau, le montage est terminé. Donc, je vais un petit peu ranger mes affaires ici et on va faire un petit tour du propriétaire pour regarder les détails de plus près. Alors voilà, jetons un coup d'œil rapide à la machine et à ses caractéristiques. Donc, comme je le disais en introduction et puis dans la vidéo, on est sur une machine qui est quand même très très proche de ce qu'était la Centauri Carbone 1. On a le même châssis à peu de choses près. La position de l'écran sur le bas, moi j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup parce que quand on déplace la machine déjà on a tendance à le cogner et puis en fonction de là où on la positionne, c'est pas toujours très voilà, on n'a pas un angle de vue super, faut se pencher. Moi ça c'est un point que je trouve négatif sur la machine. Autre point positif, c'est qu'on a gardé le plateau à double face, hein, donc face 1 qui est un plateau standard texturé, de l'autre côté qui est un plateau plus pour le PLA, optimisé pour l'impression à basse température et à haute adhésion, du style les BQ CryoGrip et autres. Donc voilà, ça c'est bien qu'ils aient pensé à ça et que ce soit resté dedans. On a toujours un ventilateur auxiliaire. On a toujours également un système de filtration à l'intérieur avec la possibilité de le changer. Là, je vois pas exactement comment, mais
Voilà, il faut retirer la petite plaque et on peut le changer. On n'a toujours pas non plus un système de buse à changement rapide. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très très proche, en tout cas d'un point de vue extérieur et des choix de design de la Centauri Carbone 1. Alors, la question qui va peut-être fâcher, et j'ai pas de réponse, j'ai pas analysé la carte mère, etc. Enfin, j'en ai pas les compétences, pour le dire clairement. Qu'est-ce qui fait que celle-ci est capable de supporter le multicouleur, ce système-là, et qu'on puisse pas simplement, avec un kit de mise à niveau, on change le plateau là et on met ça, le faire sur la Centauri Carbone 1, j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, la position officielle, c'est que pour des raisons techniques, c'était pas possible de faire cette adaptation sur la Centauri Carbone 1 aussi facilement. Et donc que la Centauri Carbone 2 arrive déjà pensée pour, avec une possibilité d'arriver plus tard avec du multicouleur pour la Centauri Carbone 1, normalement. Donc voilà, comme ça, ce point, on en a discuté. Pour le reste, l'écran est quand même assez confortable, il est grand. La porte est une porte en vitre trempée. Par contre, le capot supérieur, c'est du plastique. On a des pieds en silicone qui sont mis et qui permettent d'absorber un petit peu les vibrations. Le système des 4 bobines qui vient se mettre ici sur le côté, voilà, c'est assez facile. Par contre, on n'a pas l'avantage, par exemple avec un AMS classique, d'avoir quelque chose qui permet de garder au sec le filament quand on est dans un environnement plutôt humide. Donc puisqu'ici, le filament, il est directement exposé à l'extérieur, comme c'est le cas d'ailleurs avec toutes les machines de ce type-là. Enfin, sur l'arrière, on a le reflet de ma lampe. Enfin, sur l'arrière, on a donc ici le petit évacuateur de poups qui apparaît là. On a le bouton on-off et la prise pour l'alimentation. Et on n'a pas grand-chose à part ici l'emplacement pour le câble data. Donc, c'est relativement sobre sur l'arrière. Et on l'a vu tout à l'heure, mais au niveau de ce qu'ils appellent le canvas, on a ici les 4 sorties et surtout un emplacement RFID pour pouvoir venir scanner notre filament. Comme ça, on peut, mais on le regardera après dans la vidéo, mais comme ça, il est détecté automatiquement. Enfin bref, vous connaissez déjà probablement le système chez d'autres constructeurs. Donc voilà pour ce premier coup d'œil de la machine. On va maintenant passer, donc je vais l'installer à sa place dans l'atelier. On regardera l'interface et après, on va faire quelques tests d'impression et je vous donnerai ma conclusion. Au niveau de l'interface, on n'est pas sur quelque chose qui nous déroute complètement. Je pense que Elegoo a gardé l'idée de son interface simple, claire, accessible, qui rappelle d'ailleurs également d'autres marques. Sur le menu principal, on a les informations en direct. Donc on a ici l'information sur la température à l'intérieur de la chambre, l'adresse IP. Si on clique ici, on allume ou on éteint la lumière. On a accès à l'adresse, au Wi-Fi. On a un lien rapide vers les températures de l'extrudeur et donc tous les menus de contrôle qu'on va retrouver par ailleurs après. Le système de chargement de la bobine Canva également qui est retrouvable de ce côté-là. Le ventilateur et vous voyez qu'on a un mode de refroidissement et un mode de maintien de la température de la chambre qui est activable via ce menu-là. Au niveau des fichiers, vous voyez que c'est divisé comme ceci. On a une série de fichiers qui est prévue sur la machine en local. On a l'accès au disque USB et on a également notre historique d'impression. Au niveau contrôle, c'est ce qu'on avait on avait accès rapidement à ce menu-là via l'interface, mais donc c'est le menu qui va permettre de contrôler le ventilateur ou les axes et l'extrudeur de la machine. Le système de chargement du filament Canva. Alors il y a quand même des choses que je trouve intéressantes au niveau de l'interface Canva. Donc vous venez ici, donc si vous n'utilisez pas une puce RFID qui détecte automatiquement le filament, vous venez choisir entre du filament Elegoo et générique. Et là en fait vous voyez, je choisis le PETG ou le PLA et à l'intérieur je choisis des déclinaisons. Voilà, donc moi je préfère un système comme ça par escalier, j'ai envie de dire, qu'un système où on a PLA, PLA+, PLA tout et qu'on a une liste sans fin. Donc je trouve que c'est pas mal pensé à ce niveau-là.
Pour le reste, on a ici une petite aide qui nous explique comment fonctionne le système RFID, mais je vais vous le montrer juste après dans la vidéo. Et puis, on a le menu paramètres avec une série de paramètres. Notamment, c'est là qu'on va retrouver les options pour le calibrage. On peut venir refaire manuellement le calibrage, enfin manuellement, automatiquement, mais manuellement le calibrage de la machine. On a nos options de réseau. Alors, dispositif, ici, vous voyez, il faut y faire attention. J'étais en mode LAN uniquement. Et quand on est en mode LAN uniquement, vous voyez, c'est écrit ici, l'activation désactive la connexion cloud et le système Elegoo Matrix. Donc, c'est pas ce que vous avez envie peut-être. Donc, ou au contraire, si vous voulez pouvoir l'utiliser sans passer par les clouds, c'est par là qu'il faut aller. On peut faire un décalage en Z, mais uniquement en cours d'impression. On a des options pour le Canva, donc c'est le système de rechargement. Et là, moi, j'aime bien activer ceci, recharge automatique du filament, parce que ça permet en fait de pouvoir passer d'une bobine à l'autre, même quand on fait pas du multicouleur, quand une bobine se termine. Et quand on a des fins de bobine ou un print un peu gros, c'est toujours intéressant. Enfin, on a un onglet caméra avec la liste des vidéos qu'on aura prises d'impression. Bref, on a un menu relativement complet. Autre point à voir aussi, c'est que on a dans les options du capteur de filament la possibilité qui nous préviennent que le filament est bientôt épuisé avant même que le capteur du filament. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne, je le verrai, mais bon, c'est prévu comme ça dans l'interface. Alors pour le chargement du filament, ça va dépendre. Donc soit on a des bobines RFID, vous voyez sur la boîte ici c'est écrit RFID, donc ici c'est les nouvelles bobines de chez Elegoo. Soit on a les anciennes bobines ici où c'est pas écrit RFID, tout simplement. Avec les nouvelles bobines RFID, on vient simplement, là où c'est écrit RFID sur la bobine, venir devant le truc et vous le voyez ici, alors vous le voyez peut-être pas, mais ça s'affiche en rouge et je dois simplement venir dire sur quel port je vais le mettre. Ici, je vais mettre sur le port 1, donc je clique sur 1, je fais confirmer et après, j'ai qu'à charger la bobine et les paramètres sont déjà indiqués. Alors dans le cas où la bobine qu'on utilise n'a pas de puce RFID, une de Elegoo sans puce ou une autre marque, donc c'est un peu différent, on vient d'abord charger la bobine dans le porte-bobine et puis dans le filament, et après sur l'écran on va venir éditer manuellement. Alors pour ça c'est pas dur, on choisit ici, moi je l'ai mis sur le port 4, donc je vais cliquer sur 4 et puis éditer, et je viens mettre les références manuellement de mon filament. Donc c'est pas très compliqué. Alors voilà, maintenant la machine est prête à être utilisée. On va faire un premier test avec le filament, du filament Elegoo ici. Je vais essayer l'orange et un des fichiers qui est déjà prévu dans la machine, donc le petit Bouddha. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, je clique ici sur le petit fichier, je choisis mon fichier, ce sera le petit Bouddha. Je viens choisir le plateau que j'utilise, texturer, ou en tout cas le côté du plateau que j'utilise. Je choisis ma couleur ici et puis je lance imprimer après avoir choisi mes options, si je lance une calibration ou si j'active le timelapse. Bon, alors, ça s'est imprimé, c'est déjà ça. Alors, je m'attendais pas à autre chose, mais ça s'est bien imprimé, donc pas de souci. Ici, on est avec le PLA de chez Elegoo et les paramètres standards. Alors, l'imprimante s'utilise avec, on peut utiliser différents slicers, on peut utiliser Orca Slicer. Moi ici, dans le cadre de ce test, je vais utiliser Elegoo Slicer, qui est en gros Orca Slicer, mais un peu rebrandé. Donc pour ça, on vient sur le site de Elegoo et dans Software, on vient choisir ici Elegoo Slicer. On a deux versions, on a une version Cura, avec des paramètres pour ceux qui veulent encore être sur Cura. Je ne sais pas si ça existe encore. Moi ici c'est la version de Elegoo Slicer que je prends ici pour Windows. Et une fois que c'est installé, on a un assistant de configuration, exactement comme avec Orca Slicer. On vient choisir, ça c'est pour le cloud, où on est situé. Et vous voyez qu'on a la Centauri Carbone 2 qui est déjà là. Donc je viens simplement choisir la Centauri Carbone 2. Je choisis les filaments que je veux rajouter. Alors là, ils sont tous sélectionnés. Je pense que je vais pas tous les sélectionner. Donc je vais tout supprimer et garder que le PLA, l'ABS, le TPU, l'ASA et du PACF. Ça, ce sont en gros ce que je vais tester.
Et je vais venir me connecter aussi. J'ai un compte Elegoo, donc je me connecte à mon compte Elegoo. Et voilà, c'est bien moi, Technapa. Vous voyez qu'on a également la possibilité d'avoir accès à une base de données de modèles directement via Nextprint. Donc ici, c'est directement dans le slicer et il y a quelques modèles qu'on peut venir télécharger. On peut également aller directement sur le site nextprint.com. Une fois connecté, on peut choisir un modèle. Par exemple, ce hoodie porte-crayon. Et si je viens cliquer sur Open in Elegoo Slicer, il l'ouvre directement dans Elegoo Slicer. Vous voyez, j'ai ma Centauri Carbone, mais là, j'ai pas encore associé l'imprimante réellement au slicer. Donc pour ça, je viens dans Appareil, je viens cliquer sur Add Printer. Il cherche sur mon réseau et normalement, il devrait la trouver. Voilà, vous voyez qu'il trouve ici ma Centauri Carbone 2. Je clique dessus, je fais Connect. Là, je dois donner un code PIN qui est sur l'imprimante. Et une fois que j'ai renseigné le code PIN, il se connecte dessus et maintenant il est connecté. Comme vous le voyez ici, j'ai mon numéro de série et si je clique sur Détails, j'ai accès à mon imprimante et on voit les fichiers qui sont déjà dedans. On voit ici ma caméra et je peux venir activer ou désactiver. Alors là, il y a encore un petit bug de traduction, mais les fréquences de détection de la caméra AI. Donc tiens, est-ce que on active la détection des spaghettis et quelle est la fréquence de détection. Donc ça, on peut faire à ce niveau-ci. Je vois également que j'ai mes associations de couleurs qui sont correctes ici. Et en cliquant là, je peux lui demander de synchroniser ma liste de filaments. Et voilà, il a synchronisé ma liste de filaments. Et donc, je pourrais imprimer ici. Alors, je peux faire une mise en couleur, hein, comme ça on fait un petit fichier en couleur. En cliquant ici, je prends mon outil, je vais mettre du blanc, comme ceci et comme cela. Alors, il met un peu de support. Alors, évidemment, à cause du changement de couleur, j'en ai pour 7h36, puisque, ben voilà, hein, le changement de couleur, ça fait ça. On a en quantité de purge 118 grammes sur un modèle qui fait 72 grammes. Donc, voilà, hein, moi... Personnellement, je suis pas hyper fan du multicouleur comme ça par ce système d'AMS ou d'AMS-like. Mais voilà, c'est en tout cas l'opportunité pour vous de le faire si vous avez envie. Alors au moment de lancer l'impression, on peut choisir finalement quel filament on veut utiliser. Donc moi je vais garder ici le lien. Je pourrais décider à ce niveau-ci de dire bah finalement je veux que son pull soit orange. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, hein. Je veux que son pull soit orange finalement, comme ça vous voyez un peu la différence. Et activer l'auto-nivellement. Et par contre, à ce niveau-ci, je ne vois pas s'il va activer ou non le time-lapse. Donc, on verra bien. Bon, belle impression, c'est bien passé, hein, comme vous voyez ici, c'est nickel, hein, il n'y a vraiment pas de souci, le multicouleur fonctionne bien, vite pas vraiment, hein, puisqu'il y a quand même tous les changements de couches, et on a également quand même une petite quantité de purge qui est nécessaire, hein, des poups. Donc ce que vous voyez ici à l'image, c'est la quantité nécessaire pour imprimer ce petit modèle-là, donc il y en a quand même pas mal. Par ailleurs, je vais pas vraiment m'amuser à faire beaucoup d'autres impressions multicouleurs, même si ici la Centauri Carbone 2 a ce système qui le permet, parce que moi j'aime pas ce gaspillage là, mais c'est vraiment mon opinion personnelle. Bon alors pour la suite ici, hein, vous voyez, j'ai donc chez nous en Belgique, on a des petites figurines pop de chez McDonald's sur le thème de Friends, et donc ma fille en est friande et on en a plusieurs et je me suis dit bah tiens je vais lui modéliser un petit support basé là-dessus, basé sur la fontaine en fait pour poser ces petites figurines, et c'est l'occasion de tester l'impression en multicouleur. Alors multicouleur sur un élément du plateau, hein, je vous montrerai après, sinon voilà, tester plusieurs couleurs avec du filament Elegoo aux bonnes couleurs. Donc c'est parti, là je vous laisse un petit time-lapse de la création du support et puis je vous montre ça.
Et voilà, ce que ça donne. Hein. Donc j'ai dû y aller au chausse-pied ici pour pour cette partie-là, mais donc on va avoir ici. Alors là, je sais pas, il y a des petits bugs parce que ces couleurs sont pas les bonnes. C'est la couleur de ça ici. Donc je comprends pas pourquoi il le met là, mais bon. Apparemment quelques petits bugs. Bon, c'est encore tout frais. Je vais quand même essayer d'imprimer. Alors voilà, l'impression s'est passée, mais je vais pas dire que l'impression s'est bien passée. Alors peut-être que je suis exigeant, mais moi je trouve que la qualité est pas top. Donc sur la surface supérieure, moi je suis pas content de la qualité. J'avais activé le lissage, voilà. C'est pareil, par exemple, si vous regardez sur le petit panneau Friends ici. Voilà, moi je suis pas super convaincu. En plus là, je sais pas ce qu'il a fait avec le bleu autour là. Bon, pour moi, c'est pas du tout la mécanique de la machine qui pose un problème, mais je pense qu'il y a encore un petit peu d'immaturité en termes de profil. Ici, c'était du filament et l'égout, donc voilà, c'était pas du filament tiers. Donc les profils par défaut sont pas encore assez optimisés. Ça viendra avec des mises à jour, je suppose. Bon, alors pour tester la suite, je vais tester du PETG. Alors là, ici, j'ai du PETG HF. Alors, c'est pas du Elegoo, c'est une marque tiers. Mais je vais utiliser un profil par défaut de filament Elegoo. Et je verrai bien ce que ça donne. Alors, ce que je vais imprimer, c'est ceci. C'est une pièce, donc c'est un truc pour mon système Gridfinity, pour pouvoir venir mettre une lampe à l'intérieur, que j'ai modélisé ici sous Fusion. Et je fais tout mon système Gridfinity en PETG HF de la même marque tiers, donc c'est la bonne occasion pour le tester. Et voilà, ça s'est imprimé, alors il n'y a pas vraiment réellement de problème, peut-être sur le fond là, ça aurait pu être un peu mieux calibré, mais comme j'ai dit, j'ai pris un profil comme ça par défaut avec du filament qui n'est pas calibré pour, donc voilà, je pense qu'en calibrant le filament, on n'aura pas trop de difficultés, et je vais vous montrer à quoi je l'utilise. Donc voilà, je l'utilise comme ça ici, pour mon système, enfin pour le système Gridfinity. Si vous connaissez pas d'ailleurs, je vous conseille parce que moi j'adore maintenant mes tiroirs sont rangés. Bon, alors maintenant je vais tester du TPU. Donc ici j'ai du TPU 95A HF d'une autre marque. J'ai fait une édition manuelle du filament avec du TPU générique et je vais tester un petit modèle pour voir si le système Canva prend en charge sans difficulté du TPU 95A. Bon, alors j'ai synchronisé le filament, vous voyez qu'ici il est en TPU et je vais prendre un petit modèle que j'aime bien imprimer pour tester le TPU. C'est un petit Moai et je vais pas changer les paramètres, je vais laisser les paramètres par défaut, on verra bien. J'en ai a priori pour 1 heure, on verra si le TPU, alors je précise, c'est du 95A en HF. Bon, alors voilà, ça s'est imprimé, donc j'ai pas fait ici de calibration du filament, et on peut le voir au niveau des surplombs avec le TPU, je vous montre ici, c'est pas top, mais en tout cas, il a réussi à imprimer du TPU en passant par l'extrudeur du système Canva, et ça, c'était ce que je voulais montrer, c'était ce que je voulais tester plutôt que montrer, donc là, apparemment, ça marche. Bon, après avoir imprimé du PETG HF d'une autre marque, je vais ici imprimer du PETG CF de chez Elegoo. Moi, c'est un PETG que j'aime bien. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir beaucoup de soucis puisque on a les profils dans la machine. Donc, alors voilà, j'ai chargé le PETG CF et on va maintenant aller chercher dans les modèles en ligne un petit modèle qui pourrait être sympa à imprimer avec ce PETG CF, et ici ce truc me paraît plutôt sympa. Je change le filament pour le PETG CF et puis je vais laisser les paramètres par défaut, comme ça on peut voir avec, bon ici c'est un filament Elegoo, donc a priori les paramètres par défaut devraient être corrects, en tout cas on verra si c'est au moins le cas. Il en a pour 4 heures, il met une bordure, je sais pas si je vais la laisser ou non, je vais la laisser, mais donc voilà. Ce que je vais quand même peut-être faire, c'est faire un lissage sur les surfaces supérieures. Et je suis pas certain que les supports étaient nécessaires, mais bon, allez, on va dire que oui.
Donc voilà, bah, c'est parti. Hein. Bon, alors en première instance, je suis pas vraiment content. Bon, les supports se sont cassés la figure. Là, je vais dégraisser mon plateau. C'est peut-être à cause de moi. Et en plus, je pense que les supports sont même pas vraiment nécessaires. Par contre, si vous regardez bien, on a des petites zones de délamination. Et alors là, ici, ça va. Mais vous voyez, on a des lignes. Et puis, la première couche est pas super belle. Donc, ben, là, je suis mitigé. Donc je vais relancer une impression sans les supports et puis je vais voir si j'arrive à améliorer ça. Et au passage, je me suis dit que ça pouvait être le bon moment de faire un test de prise de son, enfin de nuisance sonore. Donc je suis ici à peu près à 1 mètre de la machine et ben, vous pouvez voir que ça tourne aux alentours de 47-48 décibels. Donc c'est effectivement beaucoup moins bruyant que la Centauri Carbone 1. Bon, alors voilà, ça s'est réimprimé. Là, j'ai plus trop de difficultés. Bon, il n'y a plus de support, mais en fait, là où je suis perplexe, c'est que c'est quand même vraiment beau comme texture, sauf ces petites lignes par moment. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est dans le modèle? Est-ce que je n'ai pas vraiment réussi à trouver. En dessous, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, pour le moment, c'est mitigé. Je vais tester d'autres choses et on verra si je vois le même genre de problème. Alors maintenant je vais faire un test avec de l'ABS, donc ici c'est de l'ABS de chez LDO, je vais utiliser le profil par défaut de Elegoo, voilà, alors là c'est pas un truc à faire, l'ABS faut vraiment le calibrer, mais je voulais voir ce que ça donnait avec le profil par défaut de Elegoo, et pour tester l'ABS, je vais imprimer ce support de téléphone. Alors je vais mettre à jour mes filaments, et je vais imprimer comme ceci. Alors je n'ai pas besoin de la bordure, et en tout cas pas d'une bordure aussi grosse. Je vais mettre des oreilles de souris, voilà, on ne sait jamais, par prudence, et c'est parti. Bon, alors ce qui est bien, c'est que ça s'est imprimé. La qualité globalement est bonne. Alors quand on regarde vraiment de très près, il y a quelques petits défauts, et notamment sur une face. Il y a ici, vous le voyez, il y a un peu de VFA. Voilà, il y a probablement, comme je le disais, de la calibration à faire. Mais à ce niveau-là, en tout cas, le profil est déjà pas mal. Bon, alors voilà, je vais m'arrêter ici pour le test de cette imprimante. Globalement, quelle serait ma conclusion? Donc ma conclusion, c'est qu'on a une bonne base, on a la base de la Centauri Carbone, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, avec l'exemplaire que j'ai eu, je trouve qu'il y a encore une immaturité logicielle. Les profils sont pas parfaits, ou même loin d'être parfaits. Même les profils avec le filament Elegoo a besoin d'être amélioré, donc ça c'est quand même un point, s'ils m'écoutent, auquel j'encourage Elegoo à faire un effort. Sinon, enfin voilà, j'ai pas eu de gros problèmes avec, si ce n'est des petits problèmes de qualité qui sont dus notamment à ça, mais aussi j'ai eu par exemple un bug, la machine s'est éteinte, et puis j'ai fait la reprise après courant, et là ça n'a pas été capable de reprendre après courant, ça a repris mais avec un décalage. C'était pas, donc tout ceci n'est pas un problème matériel, c'est encore une immaturité logicielle. Alors moi j'ai reçu la machine déjà depuis un moment, ce qui veut dire que les machines qui vont être mises en vente a priori auront déjà quelques mises à jour derrière elles qui vont faire en sorte que ce ne soit pas un problème, ou en tout cas moins un problème. Et puis de manière générale, comme avec en fait pratiquement tout maintenant, les nouvelles machines, quand elles arrivent, font des maladies de jeunesse, et celle-ci n'y échappera pas. Mais toutefois, on a quand même une bonne base. Alors, le système multicouleur, c'est comme tous les systèmes multicouleurs de ce type-là, ça met plus de temps pour imprimer et ça utilise plus de filaments. Donc ça, moi personnellement, j'aime pas trop utiliser des systèmes multicouleurs comme celui-là. Maintenant, j'ai pas encore le prix au moment où j'enregistre cette conclusion, mais je pense savoir, s'ils s'alignent avec ce qu'ils ont fait avec la Carbone 1, que le prix sera quand même vraiment compétitif. Et donc, c'est une solution pour avoir une machine qui est bonne, ou en tout cas qui le sera avec un petit peu plus de maturité logicielle d'ici quelques temps,
avec un système multicouleur qui permet néanmoins quand même de faire des choses. Moi, ce que j'apprécie aussi particulièrement sur cette machine, c'est l'insertion du filament. On se casse vraiment pas la tête, hein. On le pose, il est entraîné et voilà, il n'y a pas à réchauffer, à atteindre, à pousser le filament jusque dans la tête, comme on peut l'avoir encore avec d'autres machines. Ici, ça fonctionne vraiment comme les autres systèmes avec les AMS où on n'a pas à se casser la tête. Donc voilà, ça c'est un des plus que je trouve appréciable sur cette machine. Pour le reste, au niveau des limitations, moi j'en ai pas vraiment vu beaucoup pour ce qui est pour les filaments courants et même pour les filaments techniques courants. Vous avez vu, elle imprime du PLA, elle imprime du PETG, le PETG CF là, si quand même. J'ai pas trouvé la raison, mais sur les autres impressions, j'avais pas ce problème. Alors c'est peut-être lié au modèle, j'en sais rien, mais bon, hein, vous voyez la petite délamination que j'avais à certains endroits, c'est peut-être lié au filament. Bon, je sais pas. Moi, j'ai déjà utilisé ce filament avec la Centauri Carbone 1, j'avais aucun problème. Ici, il y avait ce petit problème-là. Et toutes les impressions que j'ai fait après n'ont pas eu ce problème de délamination. Il y a eu quelques petits problèmes de réglage du filament et ça, c'est un point que je voulais dire, c'est que j'utilise les profils qui sont proposés et j'ai volontairement pas fait de calibration manuelle supplémentaire pour voir justement l'expérience qu'on avait en sortie de boîte et pour les gens qui sont pas à l'aise avec l'idée de calibrer un filament et qui veulent un résultat. Si ce que vous voyez là vous paraît très propre, moi j'ai un œil peut-être qui est un peu exigeant, donc ce que j'ai vu ne paraissait pas toujours très propre. Si ce que vous voyez là vous paraît très propre, eh ben c'est probablement que c'est une machine qui est faite pour vous. Voilà. Parce que vous n'aurez pas trop à vous casser la tête et puis ça s'améliorera encore avec la mise à jour des profils et puis les mises à jour logicielles. Bon, et au niveau des filaments un peu plus techniques, moi j'ai testé l'ABS, il n'y avait pas de souci. Je me suis pas amusé à tester d'autres filaments parce que j'aime pas le gaspillage et que voilà, j'étais pas certain que des filaments beaucoup plus techniques comme du PP passera. Le PA passait avec la Carbone 1, donc je vois pas de raison pour laquelle ça passerait pas ici. Voilà, donc ça je peux pas dire, peut-être que d'autres tests montreront ou non l'usage avec le PA et le TPU qui est un point quand même important et que beaucoup de personnes se demandent puisque la plupart du temps les TPU passent pas dans les AMS. Ici le TPU est passé sans difficulté, donc voilà, ça c'est un point à savoir si vous voulez pouvoir faire du TPU multicouleur. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la machine, si elle vous intéresse, si vous préférez partir sur un modèle qui sera probablement un tiers, voire le double du prix plus cher, mais avoir du multitête. Là, je pense à la Snapmaker U1 par exemple, ou si vous préférez rester sur d'autres solutions. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette machine et de vos intentions d'achat. Et moi, je vous dis à la prochaine.